Les frères Malcolm et Angus Young sont nés à Glasgow, en Écosse, en 1953 et en 1955. En 1963, leur famille va émigrer en Australie près de Sydney. George, leur frère aîné, fait partie du groupe Easy Beats, qui connaît un certain succès. Malcolm est influencé par son frère. En 1973, il crée un groupe. Dave Evans, chanteur, Larry Van Creed à la basse, Colin Burgess à la batterie et son frère Angus comme guitariste va se joindre à lui. Ceci est le début de l'aventure de l'un des plus grands groupes de hard rock de l'histoire. Voici l'histoire de AC/DC. Le nom de AC/DC sera adopté très rapidement. Par hasard, la sœur des frères Young, Margaret, voit le logo AC/DC sur un aspirateur. Ces 4 lettres signifient courant alternatif, courant continu. Dès ce moment, il n'y avait plus de doute pour les frères Young. C'est le nom qu'il leur fallait, un nom qui collerait à leur musique, une musique pleine d'énergie, sans concession. Les garçons tournent dans les bars. Michael Browning devient leur gérant. Le groupe est en formation. Des changements seront inévitables pour vraiment trouver une unité et une direction musicale. Beaucoup de musiciens ne feront que passer, comme Ron Carpenter, Russell Coleman, Peter Clark et bien d'autres. La seule constance demeure les frères Young. Ronald Belford Scott, alias Bon Scott, est le chauffeur du groupe. Il va leur proposer ses services comme chanteur. Le groupe avait maintenant un chanteur exceptionnel. Peu à peu, le groupe se constitue. High Voltage sera leur premier album enregistré en 1975. Les 3 frères Young sont maintenant réunis. Malcolm, Angus et George unissent leurs efforts avec Bon Scott au chant et Tony Curranti à la batterie. George Young et Henry Vanda sont à la production. Le disque ne rencontre pas le succès espéré, mais ce ne sera que partie remise. Le groupe devra subir d'autres changements pour véritablement trouver son identité. Mark Evans à la basse et Phil Rudd à la batterie vont se joindre au groupe. Le groupe continue de travailler. Ils se produisent régulièrement dans les bars. Ils commencent à faire parler d'eux et à faire de plus grandes salles. Tranquillement, ils ont leurs partisans. À la fin de 1975, un deuxième album, TNT, rencontre le succès en Australie. 100 000 exemplaires vont être vendus. AC/DC perce le marché. Ils sont maintenant connus en Australie. Ce deuxième album est une excellente carte de visite pour être connu à l'international. George Young va maintenant se contenter d'être à la production. Le succès du groupe en Australie fait grand bruit. Michael Browning, leur gérant, réussit à faire signer un contrat au groupe avec la maison de disques Atlantic. La compagnie va immédiatement se servir des 2 premiers disques australiens du groupe pour sortir un album avec le même titre, High Voltage. Le succès sera au rendez-vous. Le groupe est maintenant bien lancé. Dirty Deeds Done
Leur troisième album est enregistré début 1976 et sort en septembre. Par la suite, au printemps, le groupe s'installe en permanence à Londres. Toute l'année, le groupe va tourner avant de revenir en Australie à la fin de l'année. Let There Be Rock sort en mars 1977. Le groupe franchit un pas de plus vers le succès. Une très belle 17e place au Royaume-Uni leur assure une belle notoriété. Mais comme à l'habitude, le marché américain demeure le plus difficile à percer. Malgré tout, l'album réussit à se glisser dans les classements, mais à la 154e place. L'Amérique résiste, mais son tour viendra tôt ou tard. Un changement d'importance va se produire en juin. Mark Evans est remplacé par Cliff Williams à la basse. Williams sera le bassiste du groupe pour toute l'existence d'AC/DC. En 1978, ACDC publie 2 albums. Power Age, album studio très solide. Le temps donnera raison à ce disque qui deviendra dans les années futures un solide vendeur. L'album If You Want Blood, You've Got It sera le premier album live du groupe. Cet album nous permet d'entendre le groupe lors d'un concert au Théâtre Apollo de Glasgow. Il est classé à la seconde place du classement des 50 meilleurs albums live du magazine Classic Rock. Ce sera la dernière production de George Young pour le groupe. L'album devient platine aux États-Unis. AC/DC est maintenant un groupe solide. Malcolm et Angus Young et Bon Scott sont à la composition. Le groupe est solide à toutes les positions. L'avenir est de plus en plus prometteur. Tout était en place pour conquérir le monde du hard rock. Il ne restait qu'un changement important à apporter et c'était à la production. George Young et Harry Vanda vont céder leur place pour un temps à Robert Mutt Lange. Au cours de sa carrière, Lange a produit des groupes comme Def Leppard, Foreigner et bien d'autres. Il était l'homme tout désigné pour donner un nouveau son à AC/DC, un son plus large, un son qui résonne et qui va faire la renommée du groupe. En 1979, AC/DC réussit le grand coup, l'album Highway to Hell. Cet album est considéré comme l'un des 2 meilleurs albums du groupe. À ce jour, l'album s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Bien qu'il soit résolument hard rock, le groupe, à l'exemple de Led Zeppelin, apporte des touches de blues par moments. Les morceaux à retenir sont évidemment Highway to Hell, qui est presque devenu un hymne de rassemblement, Love Angry Man ou encore Nightcrawler. Les tournées qui ont suivi cet album ont rencontré un succès phénoménal. AC/DC fabrique une musique rassembleuse qui crée une atmosphère inégalée en concert. L'année 1979 est l'année de la consécration, un grand disque, une grande tournée. Tout s'annonce pour que AC/DC soit le digne successeur de Led Zeppelin, qui va bientôt se dissoudre. Alors que le groupe est en pleine ascension, un drame va frapper le groupe, un drame qui aurait pu sonner la fin d'AC/DC. Le 19 février 1980, Bon Scott, le chanteur du groupe, revient d'une fête où il a bu toute la soirée. Alistair Kinnaird
qui est peut-être un faux nom pour protéger sa véritable identité, ramène Bon Scott chez lui. À l'arrivée, Kinnar est incapable de réveiller Scott, qui est peut-être déjà dans un coma. Kinnar l'aurait ramené chez lui, mais curieusement, il décide de laisser Scott à l'intérieur de la voiture. Le lendemain matin, il retrouve Scott toujours endormi. Il l'amène dans un centre hospitalier où l'on constate son décès. L'histoire est étrange. Alasdair Kinnar serait un faux nom, et dès l'instant où il n'arrive pas à réveiller Scott, il ne l'amène pas à l'hôpital. Ce décès suscite encore aujourd'hui beaucoup de thèses. La cause réelle de la mort de Scott n'a jamais été clairement établie. Le rapport final fait maintenant mention d'une asphyxie causée par les propres vomissures de Scott. L'heure est grave pour le groupe. Scott était un chanteur exceptionnel. Il participait avec les frères Young à l'écriture des chansons. L'existence même du groupe est menacée. Scott semble irremplaçable. Mais une connaissance de Bon Scott va venir sauver le groupe. Brian Johnson, le chanteur de Gordy, passe une seule et unique audition qui va convaincre les frères Young immédiatement. AC/DC va continuer avec un autre excellent chanteur, Brian Johnson. Dès le mois de juillet 1980, paraît le disque de tous les succès, l'immense Black and Black. Un album qui va se vendre à ce jour à 63 millions d'exemplaires. Seul Thriller de Michael Jackson a réussi à faire mieux. Robert Lange est toujours aux commandes pour la production. Malgré un accueil mitigé des fans concernant l'arrivée de Brian Johnson, l'album balayera tout sur son passage. Johnson aura tôt fait de dissiper les doutes avec des prestations solides. Si l'album est un hommage à Bon Scott, il ne fait aucun doute que Johnson est en mesure de le remplacer adéquatement. Cet album, avec des titres comme Hell's Bells et ses fameuses cloches, Shot the Thrill, Back in Black, est classé parmi les plus grands albums de l'histoire et 73e dans un classement des 500 meilleurs albums. Un classement qui peut changer d'année en année car très subjectif. Les tournées qui vont suivre partout dans le monde vont être triomphales et AC/DC vient de faire paraître à la suite 2 grands albums qui vont faire référence dans le monde du hard rock, Highway to Hell et Back in Black. Leur renommée est assurée avec ces 2 seuls albums. AC/DC est sur une lancée, la machine tourne à plein. For Those About to Rock, We Salute You paraît en 1981. C'est le 3e et dernier album produit par Mutt Lange. Les comparaisons sont négatives avec les 2 albums précédents, ce qui ne l'empêche pas de connaître des ventes qui atteindront 12 millions d'exemplaires. Le temps a fini par réhabiliter cet album de haut niveau, qu'il suffise de mentionner le morceau titre Let's Get Up ou Breaking the Rules. Ce disque est une grande réussite pour le groupe de l'heure dans le monde du hard rock. La tournée Cannon and Bell de 1982 reproduira les coups de canon de la guerre de sécession. Les 2 prochains disques d'AC/DC vont marquer une baisse de régime quand on les compare aux 3 albums précédents. Le départ de Mutt Lange peut en partie expliquer cette baisse de régime en studio. Malgré tout, Flick of the Switch
paru en 1983, s'en tire avec les honneurs de la guerre. Des titres comme Guns for Hire ou Nervous Shakedown confirment que le groupe a toujours le don de créer des riffs entraînants. Le disque se classera tout de même 4e dans les charts britanniques et 15e dans les charts américains. Cette session sera marquée par le départ du batteur Phil Rudd, remplacé par Simon Wright. Fly on the Wall sort en juin 1985. Cette fois, les critiques sont unanimes. AC/DC a fait un pas en arrière avec un disque peu inspiré et une production bâclée. Si les Young sont des compositeurs et des guitaristes, ils ne sont pas des producteurs. Ce sera la dernière fois que AC/DC s'occupera de la production. Le disque se vend très mal. On retient tout de même 2 titres majeurs, Hake Your Foundation et Sing the Pink. Malgré ce recul en studio et un certain immobilisme créatif, AC/DC demeure une attraction solide en concert. Ils sont toujours aussi électrisants et donnent des spectacles époustouflants. Tout le monde veut assister à un concert d'AC/DC. AC/DC n'a pas dit son dernier mot. Ils ont encore beaucoup à offrir. Il faut encore compter sur eux. En 1988, Blow Up Your Video avec Harry Vanda et George Young qui reviennent à la production remet AC/DC au sommet. Les critiques sont unanimes. Le groupe est de retour avec un album solide, sans concession. Heat Seeker et That's the Way I Wanna Rock and Roll sont les 2 singles qui frappent dans le mille. L'album se rend jusqu'à la 2e place des charts britanniques et à la 12e place du Billboard américain. Phil Rudd avait quitté le groupe car il était en conflit avec Malcolm Young. C'est maintenant au tour du batteur Simon Wright de quitter car il ne supporte plus les reproches constants de Malcolm quant à son jeu. Tout au long de l'existence du groupe, Malcolm Young sera toujours quelqu'un de conflictuel. À mesure que les années passeront et devant la santé chancelante de Malcolm, Angus deviendra le véritable chef du groupe. Le nouveau batteur du groupe sera maintenant Chris Slade. En 1990, le groupe confirme son retour au sommet, annoncé lors de l'album précédent. Il lance l'excellent The Razor Edge. Le disque sera l'un de leurs plus grands succès pour les ventes. L'album est 2e aux États-Unis et 4e au Royaume-Uni. AC/DC avait créé de grands classiques en 1979 et 1980. C'est maintenant au tour du fameux morceau Thunderstruck de retentir dans leurs concerts, semant l'hystérie. Ce morceau, avec ses changements de rythme et ses riffs de guitare envoûtants, est l'un des plus grands morceaux du disque, un morceau que l'on reconnaît dès les premières secondes. Money Talks et Are You Ready sont les autres singles extraits de ce grand album. Après 11 albums studio, AC/DC n'a rien perdu de sa pertinence. Il y a encore de beaux jours devant eux. Cinq ans plus tard, en 1995, à la surprise générale, c'est le retour de Phil Rudd à la batterie. Les différends avec Malcolm semblent s'être apaisés. Ce sera la sortie de Ball Breaker, leur 12e album, avec Rick Rubin à la production. Rubin fera un excellent travail. AC/DC
sonnera bien différemment des albums précédents, avec un son large où les guitares sont bien entendues et différenciées. Hard as a Rock et Cover You in Oil sont des singles solides pour appuyer l'album, qui est une grande réussite. Une 4e position aux États-Unis et une 6e en Angleterre viennent confirmer le succès. En 2000, c'est au tour de Stiff Upper Lip, où George Young, le frère aîné, revient une fois de plus à la production. Le groupe retournera quelque peu à ses racines blues. Le disque se caractérise aussi par un son plus doux. Ce sera un autre succès pour cet excellent disque. Stiff Upper Lip, Satellite Blues et Safe in New York City sont les singles. L'album atteindra la 7e place des charts américains. AC/DC est toujours un solide vendeur. Le groupe ne semble jamais prêt à rendre les armes. Depuis 30 ans, de grands moments phénoménaux, suivis de périodes d'accalmie, ont toujours jalonné l'histoire du groupe. En 2008, 8 ans après le dernier disque, AC/DC balance une bombe. Black Ice, un disque d'1 heure réunissant 15 morceaux d'un rock endiablé. Cet album se vendra à plus de 6 millions d'exemplaires à une époque où les disques physiques sont fortement en baisse. L'immense Big Jack sera un autre titre phare dans la discographie du groupe, un autre morceau qui soulève les foules à volonté. War Machine et Anything Goes seront d'autres singles d'un album magnifique qui se classera numéro 1 en Amérique et en Europe. Après 8 ans de silence, AC/DC frappe encore le grand coup. Il faut mentionner aussi à cette époque le fameux concert Live at the River Plate, enregistré en mai 2011. 200 000 spectateurs ont acclamé le groupe sur 3 soirées différentes. Un véritable triomphe. Un autre drame va frapper le groupe à partir de 2012. Brian Johnson affirme que le groupe va entrer en studio, mais rien ne se passe. Johnson affirme la même chose en 2014, mais cette fois-ci, des rumeurs commencent à se répandre sur des problèmes de santé de Malcolm Young. Un communiqué officiel du groupe en avril 2014 annonce que Malcolm Young, fondateur du groupe, a décidé de faire une pause pour raison de santé et on demande le respect de sa vie privée. Plus tard en septembre, on annonce son hospitalisation dans une institution à Sydney, le Lutworth House, qui traite les maladies neurodégénératives. On apprend que depuis 2014, Malcolm a souffert d'un accident vasculaire cérébral et qu'il souffre de démence. Lors de la dernière tournée, Malcolm Young oubliait des partitions vieilles de 30 ans. Il devait répéter à chaque jour. Les symptômes étaient présents depuis un certain temps. Malcolm Young décède le 18 novembre 2017 à l'âge de 64 ans, un mois après la mort de son frère George, qui avait produit plusieurs albums du groupe. Il sera remplacé dans le groupe par son neveu Stevie Young, qu'il avait déjà remplacé lors de la tournée de 1988. Malgré l'absence en 2014 de Malcolm, Angus et Brian Johnson sont bien décidés à continuer l'aventure d'AC/DC. Début décembre, c'est la parution du 15e album du groupe, Rock or Bust.
Angus Young, cette fois-ci, est responsable de l'écriture entière du disque, même s'il crédite son frère Malcolm à ses côtés. L'album est très bien accueilli. Le single Play Ball avait déjà été lancé en octobre. Il vendra près de 3 millions d'exemplaires. Le disque, une fois de plus, est solide. Il sera numéro 1 dans plusieurs classements mondiaux. Une tournée Rock or Bust World Tour suivra. La tournée de 2016 sera en partie reportée. Brian Johnson souffre de problèmes d'audition qui le rendent incapable de monter sur scène. Axl Rose viendra prêter main forte au groupe pour assurer les dates européennes. Cliff Williams, le bassiste, annonce son départ après la tournée en septembre 2016. À ce point, la carrière d'AC/DC semble terminée. Après le décès de Malcolm et de George Young, les choses vont évoluer dans la bonne direction pour le groupe. Phil Rudd, le batteur, Cliff Williams, le bassiste, rencontre Angus lors des funérailles. Tout le monde semble dans de bonnes dispositions pour remettre le couvert. Et surtout, la grande nouvelle, Brian Johnson a réglé ses problèmes d'audition avec un appareil auditif. AC/DC est reformé et le projet d'un nouvel enregistrement est dans l'air. En novembre 2020, Power Up voit le jour. Brendan O'Brien est aux commandes pour la production de ce nouvel album. Shot in the Dark et Realize sont les singles sortis précédemment pour supporter l'album qui est de bonne facture avec le son AC/DC et un Brian Johnson qui assure toujours vocalement. Angus a utilisé des riffs de guitare qu'il avait composés avec Malcolm en 2008 pour la réalisation de ce disque. Malcolm demeure toujours présent dans son esprit quand il crée de la musique. Les frères écossais Angus et Malcolm Young ont fondé un groupe de heavy rock à Sydney, Australie, en 1973. Le groupe a survécu au décès de leur chanteur Bon Scott en 1980, puis à celui de Malcolm Young en 2017. Le groupe a toujours su se relever et se regrouper. Ils sont considérés comme l'un des plus grands groupes de hard rock au monde. On les classe parfois comme un groupe de heavy metal, mais qu'importe. AC/DC aura composé à travers les années une musique qui aura soulevé les foules. Certains diront que l'expérience d'un spectacle d'AC/DC ne se raconte pas, elle se vit. AC/DC a rassemblé les générations avec des morceaux qui sont devenus des hymnes. Ils auront laissé leur marque comme l'un des plus grands groupes de musique au monde, tous styles confondus.